Sophie rentre péniblement chez elle, ses larmes se mêlant à la pluie qui la trempe jusqu'aux os. La robe élégante qu'elle avait portée pour cet événement solennel collait mal à son corps. Des mèches de cheveux humides et sans vie s'étalent sur son visage. Étrangement, Sophie ne cherche pas à s'abriter de la pluie, elle s'en réjouit. Elle masquait ses larmes, les rendant indiscernables des gouttes de pluie. Comme en lui, l'homme qu'elle avait toujours considéré comme le plus courageux, le plus fiable et le plus aimant, pouvait-il maintenant se cacher derrière le silence de son père pendant que sa mère déversait ses pensées malheureuses? Le voyage de retour de Sophie s'était déroulé dans le flou, le stress ayant le pouvoir de rendre inconscient. Elle réalise soudain qu'elle a parcouru environ 5 kilomètres. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle dans cet état, sa mère allait poser des questions, s'inquiéter et devenir anxieuse. Cela pourrait même être dangereux pour Hélène, qui a un cœur fragile et qui a vu son état se dégrader récemment. S'occuper de sa mère est devenu une seconde nature pour Sophie, depuis son enfance. Elle a assisté à de nombreuses reprises aux crises cardiaques de sa mère, et même à des hospitalisations. N'ayant pas de parents sur qui compter, Sophie a souvent été confiée à des voisins pendant des jours ou des semaines. Un jour, elle a entendu sa mère avouer qu'on lui avait dit de ne pas avoir d'enfant, et lorsqu'elle s'en est enquise, sa mère l'a confirmé. Hélène a toujours assuré à sa fille qu'elle était le cadeau le plus précieux de sa vie, malgré ses problèmes de santé. Sophie se sent parfois coupable, croyant que les problèmes de santé de sa mère sont de sa faute, mais Hélène dissipe toujours cette idée. Sophie avait entendu parler de son père à travers les récits de sa mère. Ils s'étaient rencontrés par hasard sur un pont, c'était un beau jeune homme qui se trouvait en ville pour une conférence d'étudiants, et Hélène était en vacances. Ils ont passé 2 jours inoubliables ensemble. Mais le destin s'en est mêlé et ils n'ont pas pu se retrouver. La mère de Sophie parlait souvent avec amour du père de Sophie, même si elle le connaissait peu. Seule à une table du centre commercial bondé, Sophie se remémore son passé, cherchant à oublier son récent chagrin d'amour. Des couples amoureux l'entourent et le serveur, apparemment sympathique, lui apporte un café, mais son attention n'est que superficielle. Sa mère était la seule personne qui se souciait vraiment d'elle, mais sa santé se détériorait. Sophie avait gardé l'espoir que Ron l'aimait vraiment, malgré la vérité révélée aujourd'hui. Elle se consolait avec la chaleur de son café, même si ce n'était que pour un moment fugace. C'était peut-être une chance que Ron ait montré son vrai visage maintenant, avant que leur relation ne s'approfondisse. Sophie avait pensé qu'il la demanderait en mariage, surtout après l'avoir présentée à ses parents. Sophie avait récemment obtenu son diplôme de couture, et comme sa mère, était devenue couturière. Elle chérissait ce métier depuis l'enfance, trouvant du plaisir dans la conception et la sélection des tissus. C'est une forme de magie pour elle, qui transforme les chutes de tissu en belles robes, comme elle transformait autrefois ses poupées en princesses. Sa mère travaillait de longues heures, laissant Sophie seule, mais la couture la réconfortait et la distrayait des difficultés de la vie. En rentrant du travail, la mère de Sophie ne pouvait cacher son admiration pour les créations de sa fille. Elle lui prédit même un brillant avenir en tant que créatrice de mode. Sa mère était tellement impressionnée qu'elle a fièrement exposé les chefs-d'œuvre de Sophie dans son propre atelier et les a partagés avec ses collègues. Cependant, la vie a pris une autre tournure pour Sophie après qu'elle a terminé l'école. Elle a choisi de suivre des cours de couture et de poursuivre une carrière de couturière qualifiée, en travaillant dans un atelier voisin. Au fil du temps, elle a excellé dans l'art de confectionner des tenues à la perfection, même dans les cas les plus difficiles. Le dévouement et le talent de Sophie la distinguent dans son métier. Un jour où il fait froid, Sophie commande un café supplémentaire, non seulement pour se réchauffer, mais aussi pour éviter de tomber malade et de contaminer sa mère. L'inquiétude était réelle, compte tenu des problèmes de santé persistants de sa mère. Bien qu'âgée d'une 40aine d'années, sa mère s'essoufflait en marchant comme une personne âgée, et son armoire à pharmacie débordante témoignait de son état. Ces soucis pèsent lourdement sur le cœur de Sophie. Et puis il y avait Ron,
qui avait une façon unique d'égayer le monde de Sophie. Fils de parents aisés, Ron semblait glisser sans effort dans la vie, se faisant des amis, voyageant et se délectant d'un flot ininterrompu de fêtes. Son sourire contagieux et son optimisme radieux remontaient le moral de ceux qui l'entouraient. Ron était également exceptionnellement beau, avec sa grande carrure athlétique, ses traits ciselés, son sourire blanc éblouissant et ses charmantes fossettes. Malgré l'attrait d'une éventuelle carrière de mannequin, Ron avait d'autres aspirations. Il était sur le point de terminer son avant-dernière année dans une prestigieuse université économique, avec à l'horizon des examens, un mémoire de fin d'études et la transition imminente vers l'entreprise prospère de services automobiles de son père. La rencontre improbable entre Sophie, la couturière travailleuse, et Ron, l'insouciant héritier d'un empire commercial, a eu lieu dans une boîte de nuit. Sophie n'aime pas trop ce genre d'endroit, car il épuise rapidement ses finances. Pourtant, elle ne peut pas refuser son amie d'enfance et voisine, Cathy, qui la persuade de s'inscrire. Au milieu de la musique trépidante et de l'atmosphère enfumée, Sophie se retrouve sur la piste de danse avec Cathy. Elle se demande ce qui a bien pu attirer son amie dans cet environnement. Puis Ron est apparu, dansant avec elle et imitant ses mouvements de manière ludique. Cette interaction inattendue laissa Sophie à la fois troublée et intriguée. À sa grande surprise, il ne l'a pas abandonnée, mais a demandé à la raccompagner à sa table. Leur conversation est difficile en raison de la musique à fond, mais Ron parvient à couvrir Sophie de compliments qui résonnent profondément en elle. Pour la première fois, elle reçut des compliments sur sa beauté, ce qui la laissa bouche bée. Il était évident que l'admiration de Ron était sincère. La silhouette grande et mince de Sophie et ses traits anguleux étaient passés inaperçus dans le passé, mais Ron la voyait différemment. Il lui demanda son numéro de téléphone et, alors qu'il l'appelait pour échanger les numéros, il laissa une impression durable en lui embrassant la main. Sophie est captivée, mais elle ne sait pas si Ron lui tendra à nouveau la main. Pendant son jour de congé, Sophie est partagée entre l'excitation et la nervosité, espérant que Ron l'appellera. Elle souhaitait ressentir les mêmes émotions que la veille, mais craignait qu'il ne la déçoive. Lorsque Ron appelle, il propose de se retrouver dans 1 heure pour une promenade dans un parc, l'occasion d'apprendre à mieux se connaître. La connexion était indéniable et Sophie se prépara avec une excitation incontrôlable à leur rendez-vous. Elle essaya méticuleusement plusieurs tenues et se maquilla même légèrement, ce qui n'était pas courant chez elle. Elle s'efforce de dissimuler son anxiété à sa mère, ne voulant pas l'inquiéter outre mesure. Cependant, sa mère, avec un sourire complice, finit par remarquer ses efforts et lui demanda « Tu sors avec quelqu'un, je présume ? Je suis contente pour toi, mais sois prudente. » « Merci maman », Sophie la rassure. « Nous allons dans un endroit très fréquenté. » Elle omit de préciser qu'elle monterait dans la voiture d'une personne qui lui était presque totalement inconnue. Bien qu'elle ne puisse pas se porter garante du caractère de Ron, elle avait vu quelque chose dans ses yeux qui l'avait convaincue. Les voitures n'étaient pas le point fort de Sophie, mais lorsqu'elle vit l'opulente voiture de Ron, elle fut stupéfaite. La voiture était d'un bleu profond, élégant et brillant, qui respirait le luxe. « Le carrosse est servi », déclara Ron en souriant depuis le siège du conducteur. Prenant son courage à 2 mains, Sophie monta dans la voiture, malgré la grande différence de richesse. À sa grande surprise, Ron la traita avec gentillesse, parsema son discours de plaisanterie, lui fit des compliments, s'intéressa à sa vie et partagea des détails de la sienne. Peu à peu, Sophie se détend. Ron semblait naturel, intelligent et charmant, bien loin des stéréotypes de fils gâté et riche qu'elle avait rencontrés. Ils se promenèrent tranquillement dans un beau parc, profitant des fontaines, nourrissant les canards et partageant des rires. « J'ai l'impression d'avoir enfin rencontré une âme sœur », confie Ron à Sophie. « Tu es si authentique, tu ne ressembles à aucune des personnes que j'ai rencontrées. » D'autres ? Sophie répond en souriant.
Est-ce qu'ils sont artificiels ou quelque chose comme ça? Exactement, s'exclame Ron. C'est le mot parfait. La plupart des filles sont hautaines, exigeantes et inconstantes. Elles ne voient en moi qu'un portefeuille et un joli visage. Je le sens, mais avec toi, c'est tout à fait différent. Ces mots réchauffèrent le cœur de Sophie, ravie de savoir qu'elle était spéciale pour Ron, et non une parmi tant d'autres. Je ne peux que compatir avec toi, dit-elle en plaisantant. Je suppose que tu as fréquenté les mauvaises personnes. C'est vrai, dit Ron avec chaleur. Tu es comme une bouffée d'air frais. Pour Sophie, leur histoire d'amour ressemble à un conte de fées. Ron ne cessait de la surprendre, de la couvrir de compliments et de lui faire découvrir des lieux fascinants et non conventionnels dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Il se délectait de ses réactions, de sa surprise et de son admiration, lui faisant souvent remarquer « Tu es si facile à satisfaire. » C'est merveilleux, disait-il. Je me sens complètement différent en ta présence. Je ne peux même pas l'exprimer avec des mots. Profondément impressionné par la sincérité et la nature intacte de Sophie, Ron prend soin d'elle, cherchant à la satisfaire et à la protéger. Pour la première fois, Sophie se sentait comme une véritable princesse, choyée, délicate et aimée. Hélène, la mère de Sophie, finit par remarquer les changements chez sa fille et commença à lui poser des questions sur son petit ami, s'inquiétant de son choix, surtout lorsqu'elle apprit qu'il était riche. « Sois prudente, ma fille. Les gens riches choisissent souvent des partenaires qui correspondent à leur statut tout en s'amusant avec les autres, a-t-elle averti. Ron n'est pas comme ça, rétorque Sophie. De plus, nous sommes au XXIe siècle et tu t'accroches encore à des reliques du passé. Je ne veux pas qu'il te brise le cœur, dit sa mère avec anxiété, en secouant la tête. En fin de compte, les inquiétudes d'Hélène n'étaient pas tout à fait infondées. Le temps passe et les différences entre Sophie et Ron deviennent évidentes. Bien que Sophie reste éprise, elle refuse d'accepter le fait qu'ils n'ont peut-être pas d'avenir ensemble. Près d'un an après le début de leur relation, Sophie et Ron sont devenus plus sérieux. Ron a terminé ses études et commence à travailler pour son père, désormais indépendant financièrement. Sophie a fêté l'événement avec lui, pensant qu'une demande en mariage était imminente. Mais les mois passent et aucune demande en mariage ne se concrétise. Un jour, alors qu'il feuilletait les photos de voyage de Ron, celui-ci lui dit nonchalamment, « Un jour, je te montrerai toute cette beauté. Tu seras magnifique dans un maillot de bain blanc contre les vagues de l'océan. Quand je serai diplômée, j'annoncerai que j'ai une fiancée. » Le cœur de Sophie se serre à l'évocation d'une demande en mariage. Bien sûr. Ma fiancée, affirme Ron. Qu'y a-t-il de mal à cela? Il me semblait évident que nous allions nous marier. Ce n'est pas encore le bon moment, mais l'événement est tout proche. Folle de joie, Sophie serra Ron dans ses bras en fermant les yeux. Ron n'avait pas fait de demande officielle en mariage, et il n'avait pas été question de projet de mariage, mais cette conversation avait clairement montré qu'il finirait par se marier. Ron, ayant terminé ses études, commença à travailler pour son père et à gagner un revenu substantiel, ce qui fit naître chez Sophie l'espoir d'une demande en mariage imminente. Cependant, plusieurs mois se sont écoulés après l'obtention de son diplôme, et aucune demande en mariage n'a été faite. Un jour, Ron annonce qu'il est temps pour Sophie de rencontrer ses parents. La famille était impatiente de la rencontrer, signe que leur relation était très sérieuse. Sophie se sentait anxieuse à l'idée de rencontrer les parents de Ron, car elle voulait faire une bonne impression à sa future belle-famille. Elle décide de ne pas informer sa mère de cette rencontre pour éviter qu'elle ne s'inquiète. L'état de santé de sa mère s'était dégradé et Sophie se concentrait sur une consultation prochaine avec un professeur renommé qui pourrait lui apporter une lueur d'espoir dans sa lutte contre la détérioration de son état de santé. En se rendant au restaurant, Sophie a opté pour le bus plutôt que pour le taxi afin d'économiser de l'argent. Elle était à la fois impatiente et nerveuse à l'idée de rencontrer la famille de Ron,
espérant une relation harmonieuse et chaleureuse avec sa future belle-famille potentielle. Le jour de paie n'était pas encore arrivé dans une semaine, et la plupart de ses revenus du mois avaient déjà été alloués pour couvrir les frais médicaux de sa mère. Pourtant, la jeune fille trouve du réconfort dans le bus, appréciant les trajets tranquilles à travers la ville. Elle choisissait souvent délibérément des trajets plus longs pour s'imprégner du paysage urbain et de ses propres réflexions. Mais cette fois-ci, Sophie ne parvient pas à retrouver son calme habituel. L'inquiétude s'installe dans ses pensées, comme un pressentiment que le dîner ne se passera pas aussi bien qu'elle l'espérait. Le bus était presque vide, l'heure de pointe étant passée depuis longtemps, et Sophie appuya sa tête contre la vitre fraîche, se demandant si son choix vestimentaire était approprié. Sa robe était d'une longueur convenable, mais elle se demandait si les parents de Ron ne trouveraient pas les épaules dénudées trop révélatrices. Un tailleur pantalon aurait peut-être été plus approprié. Ces réflexions furent brusquement interrompues par un cri aigu du conducteur du bus, qui venait de découvrir un cas de fraude. L'attention de Sophie se porte alors sur l'agitation qui règne à l'avant du bus. Une scène discordante se déroule près du siège du conducteur. La conductrice, une femme robuste aux cheveux décolorés et au maquillage criard, portant un gilet orange, était en train d'affronter une femme âgée et frêle. La passagère âgée se cramponnait à son siège, serrant fermement un sac lourd, défiant la conductrice. « Je vous le dis, jeune homme, je me rends à l'hôpital pour voir mon petit-fils. J'ai dépensé mes derniers sous en cadeau pour lui. Vous ne comprenez pas? J'ai oublié de laisser de l'argent pour le billet. Est-ce une telle tragédie? Si je roule tranquillement pendant quelques arrêts, le bus est pratiquement vide, et s'il y a du monde, je laisserai ma place, qu'elle soit vide ou non. Ce ne sont pas vos affaires, a-t-elle déclaré. Le conducteur rétorque avec colère, insistant pour que la dame âgée paie le prix du billet ou descende. Sophie éprouve une profonde sympathie pour la dame âgée, qui était si désireuse de rendre visite à son petit-fils. Bien que le prix du billet ne soit pas très élevé, Sophie n'est pas riche, mais elle sait qu'elle peut donner un peu de monnaie pour une bonne action. « Je vais payer pour elle », dit Sophie en tendant quelques pièces. Le contrôleur jeta un regard dédaigneux à la dame âgée avant de donner un ticket à Sophie. Sophie tend le billet à la dame âgée et a l'intention de retourner s'asseoir. Mais la passagère reconnaissante lui attrape la main avec une poigne étonnamment forte. « Merci pour votre gentillesse, dit-elle avec ferveur. Je m'appelle Madame Looper. Ne me prenez pas pour une mendiante, j'ai une pension convenable. J'ai travaillé à l'usine toute ma vie. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai dépensé chaque centime. Donne-moi ton numéro de téléphone et je te transfère l'argent dès que possible. » Sophie est déconcertée par cette offre inattendue. Il semblait que Madame Looper était plutôt moderne pour une dame âgée, et qu'elle connaissait bien les services bancaires mobiles. « Non, non, ce n'est pas nécessaire, » insiste Sophie. Elles ont échangé quelques mots sur le chemin de l'hôpital, Madame Looper racontant des anecdotes sur son petit-fils, Douglas, un jeune homme digne d'éloge. L'inquiétude de la grand-mère était réelle, car il avait été hospitalisé à la suite d'un accident de voiture, et la vieille dame descendit à son arrêt. Sophie poursuit son chemin en silence, perdue dans ses pensées. L'ambiance opulente du restaurant augmenta l'impatience de Sophie lorsqu'elle aperçut la table où Ron et ses parents étaient assis. Ron l'accueillit avec un sourire, la prit dans ses bras et la complimenta sur son apparence, ce qui lui redonna le moral. Elle s'est toujours sentie en sécurité aux côtés de Ron. Il s'avéra que les parents de Ron étaient exactement comme Sophie les avait imaginés. Son père, un homme athlétique et soigné, aux cheveux gris élégants sur les tempes, affichait un bronzage et de beaux traits avec des fossettes sur les joues. On voyait bien d'où Ron tenait son physique. La mère, elle aussi, était impeccablement soignée, comme si elle fréquentait les salons de beauté. Son visage était lisse, sa peau impeccable et sa posture royale, et ses yeux bleu clair avaient un regard perçant et froid. Lorsque Sophie la regarda,
elle eut l'impression d'être plongée dans une eau glacée. À ce moment-là, elle comprit intuitivement tout, même si elle s'accrochait encore à une lueur d'espoir pour une issue positive. « Bonjour. Chère jeune fille », dit le père de Ron en saluant Sophie d'un signe de tête. « Bonsoir », répondit Sophie avec un sourire chaleureux. « Enfin, nous nous rencontrons. Ron ne tarit pas d'éloges sur vous. » La mère de Ron étira ses lèvres en un sourire poli, mais garda une attitude sérieuse et froide. Après les présentations, le serveur prit leur commande. Au début, ils discutèrent de sujets banals tels que la météo et les nouvelles de la ville. Sophie fait ses propres commentaires, essayant de participer activement à la conversation. Cependant, ces déclarations étaient souvent accueillies par des regards et des sourires significatifs de la part des parents de Ron. Ron observait attentivement leurs réactions, ressemblant à un petit enfant plutôt qu'à un adulte indépendant, un changement que Sophie n'appréciait pas particulièrement. « Parlez-nous un peu de vous », demanda la mère de Ron. Ron a l'air très sérieux à ton sujet. Il ne nous présente pas toutes ses petites amies, même si ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ron a tendance à tomber amoureux facilement. Néanmoins, j'aimerais mieux vous connaître. La mention que ce n'est pas la première fois a piqué Sophie, laissant entendre qu'elle n'était pas unique, mais plutôt une parmi tant d'autres. Le ton de la mère de Ron était hostile et tranchant. Sophie commence à parler et les parents de Ron lui posent de temps en temps des questions sur sa famille, son travail et sa formation. Les réponses de la jeune fille suscitèrent une étrange réaction de leur part. Ils échangent des regards et sourient. C'était troublant. Ron resta assis en silence à côté de sa mère, ne faisant aucun effort pour détendre l'atmosphère ou soutenir sa petite amie. « Pourquoi l'école de couture ?» demande la mère de Ron. « Tu n'as probablement pas eu de bons résultats à l'école normale, sinon tu serais allé à l'université et tu aurais poursuivi dans un domaine plus prometteur, n'est-ce pas ?» Sophie laissa passer l'affront, reconnaissant la tentative de provocation de la dame. Elle excellait à l'école. Mais les circonstances de la vie l'avaient obligée à commencer à travailler plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Sa famille s'est retrouvée dans une situation financière précaire, mais elle choisit de ne pas divulguer cette information à ce moment-là. Pendant ce temps, la conversation avec les parents de Ron s'est dégradée. Ils posent des questions de plus en plus personnelles et font des remarques désagréables, donnant à Sophie l'impression qu'ils sont en train de la disséquer de l'intérieur. Alors que Sophie essayait de parler d'elle, elle ressentait une honte injustifiée à propos de son propre passé, même si elle n'avait fait de tort à personne. La mère de Bron semblait commenter tout ce que disait Sophie, lui donnant l'impression d'être une personne pauvre et intellectuellement limitée, n'ayant pas les moyens de faire des études supérieures. À leurs yeux, elle apparaissait comme une rêveuse paresseuse, espérant un sauveur fortuné pour résoudre ses problèmes de vie. Sophie réalise soudain, sous le regard sévère de la mère de Ron, qu'elle a mis tous ses espoirs dans l'aide de Ron pour le traitement de sa mère. Le silence inhabituel de Ron a été ressenti comme une trahison, car il n'a fait aucun effort pour la défendre, contrairement à son soutien et à ses encouragements habituels. Sophie a compris la douloureuse vérité que Ron et elle ne pourraient jamais avoir d'avenir ensemble, car ses parents ont clairement fait comprendre qu'ils ne la considéraient pas comme un bon parti. Ils voulaient montrer à leur unique héritier que Sophie, une fille vivant seule avec sa mère malade dans un appartement modeste tout en travaillant comme couturière, n'était pas à son niveau. Ron semblait avoir appris cette leçon trop bien, et il ne défierait pas les souhaits de ses parents, ce qui était tout à fait différent de son comportement habituel. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie qui se demandait pourquoi elle devait subir ce traitement. Que avait-elle fait pour mériter un tel traitement ? Résolue. Elle se lève de son siège et dit « J'ai tout compris. Je dois partir. » Elle refuse de verser des larmes devant cette famille, bien décidée à ne pas leur donner satisfaction. Elle se dirige rapidement vers la sortie du restaurant, sans que personne ne tente de l'arrêter. Contre toute attente, elle garda l'espoir que Ron la poursuivrait,
lui qui lui avait avoué son amour à de multiples reprises. Mais Ron est resté avec ses parents, laissant Sophie en larmes. Heureusement, une pluie battante masque ces larmes aux passants qui s'abritent sous les auvents pour attendre la fin de l'averse. Sophie continue de marcher, l'esprit en ébullition. Comment Ron a-t-il pu lui faire ça? Elle avait cru trouver l'âme sœur dès son plus jeune âge, avant de se rendre compte qu'elle s'était fait des illusions. Ron semblait s'intéresser à elle comme une fascination passagère, peut-être attiré par la nouveauté d'une fille humble qui n'avait jamais connu un monde brillant et excitant. Sophie était perdue dans ses pensées, assise dans un café, buvant une tasse de café après l'autre. Ses cheveux ont séché en formant de belles boucles et sa robe est presque entièrement sèche. Elle retrouva suffisamment de sang-froid pour faire face à sa mère, déterminée à faire comme si rien ne s'était passé. Bien que son cœur soit lourd, elle doit protéger sa mère, la seule personne au monde qu'il aime vraiment. De retour à la maison, Sophie se rendit directement à la salle de bain, où sa mère lui demanda « Tu t'es fait surprendre par la pluie ?» Sophie répond avec un sourire désinvolte « Oui, j'ai été complètement trempée. Je veux prendre une douche chaude pour ne pas tomber malade. » Sa mère propose de faire du thé, mais Sophie insiste pour s'en occuper elle-même. Quelques larmes s'échappent, soulageant et évacuant les émotions négatives qu'elle portait en elle. Depuis ce soir-là, Sophie faisait comme si de rien n'était, mais sa mère avait remarqué des changements chez sa fille. Il était impossible de cacher quoi que ce soit à ses yeux attentifs. Sa mère lui demanda « Tu t'es disputée avec Ron ?» Sophie avoua « Oui, nous avons rompu. Il s'avère que c'est un peu un fils à maman. Heureusement que je m'en suis rendu compte à temps. » Lorsque sa mère lui demande s'il l'a blessée, Sophie lui assure que ce n'est pas le cas. Cependant, au fond d'elle-même, elle souffrait toujours. Tout en poursuivant sa vie, en travaillant, en rencontrant des gens et en lisant pour se distraire, Sophie n'arrive pas à se débarrasser de sa déception. Ses rêves d'une vie heureuse avec l'homme qu'elle aimait ont été brisés. Elle aspirait toujours à la version idéalisée de Ron qu'elle avait imaginée avant leur rencontre, mais elle avait fini par accepter qu'une personne aussi parfaite n'existait probablement pas. Le rendez-vous tant attendu avec le professeur arriva enfin et Sophie se rendit à la clinique avec sa mère. Le professeur, un homme grand et mince d'une cinquantaine d'années aux yeux bleus vifs, examine attentivement les antécédents médicaux et demande plusieurs examens complémentaires. Les procédures nécessaires ont été effectuées rapidement. Sophie a apprécié les soins attentifs, qui n'ont rien à voir avec ceux de la clinique locale. Le professeur se rend compte de la gravité de la situation et déclare « Je n'ai rien de bon à vous dire. Votre cœur est usé et fonctionne à peine. Les médicaments ne sont d'aucune utilité, nous devons procéder à une intervention chirurgicale. » Le professeur a exprimé sa frustration face à la situation, suggérant qu'il pourrait envisager plus tard une action en justice contre le médecin traitant de la patiente. Pour l'instant, l'attention se porte sur l'opération à venir. Le professeur a ensuite donné des détails sur l'opération. L'opération imminente était extrêmement complexe, une procédure que tous les chirurgiens cardiaques n'accepteraient pas d'entreprendre. Dans cette situation critique, il était impératif de se faire soigner dans la capitale, ce qui impliquait des dépenses pour le voyage, l'hébergement, les médicaments coûteux et l'opération elle-même. La couverture de l'assurance n'a pas suffi à couvrir le coût total, laissant Sophie et sa mère dans un dilemme financier. La perspective de vendre leur appartement et de se retrouver à la rue était leur seul recours. La gravité de la situation a été soulignée par l'expression sombre du professeur, qui a déclaré « Chaque jour compte. Il faut agir le plus vite possible. » Hélène, sa mère, a exprimé la question qui pesait lourdement sur son esprit « Que se passera-t-il si je ne me fais pas opérer? Je ne vois pas où nous pourrions trouver cet argent. » La thérapie médicale est-elle une alternative? Malheureusement, la réponse du médecin fut décourageante. Les médicaments ne suffisent pas, seule la chirurgie peut le faire. De retour à la maison,
Mère et fille restent silencieuses, chacune perdue dans ses pensées. Sophie, confrontée à une décision redoutable, se demande si elle doit se battre contre le sort qui lui est réservé ou accepter son sort. Sa détermination l'a amenée à explorer toutes les possibilités d'aide. Elle s'est adressée à de nombreuses fondations caritatives dans l'espoir d'obtenir leur soutien, mais elle a reçu des réponses diverses. Certaines affirment qu'elle se concentre uniquement sur l'aide aux enfants malades, comme si les adultes confrontés à l'adversité n'avaient aucune envie de vivre. D'autres ont opposé de vagues refus sans donner d'explication. Seule une organisation a fait preuve de clarté. La voix à l'autre bout du fil a expliqué: votre situation n'est pas assez convaincante. Les gens ont tendance à sympathiser avec les jeunes enfants et à faire des dons pour leur cause, en aidant leur mère à ne pas devenir orpheline. Dans votre cas, votre mère est adulte, travaille et a déjà élevé sa fille. Les chances de recevoir une aide sont pratiquement inexistantes. Sophie a apprécié cette évaluation franche, qui l'a aidée à comprendre pourquoi d'autres fondations les avaient rejetées. Forte de cette triste réalité, Sophie suggère à sa mère: envisageons de baisser le prix de vente de l'appartement afin de trouver un acheteur plus rapidement. Sa mère, inquiète de l'incertitude du résultat de l'opération et de la perspective de perdre leur maison, soupire: nous ne savons même pas si l'opération sera un succès, et si nous vendons l'appartement, vous n'aurez plus d'endroit où vivre. Sophie a répondu avec insistance: non, maman, n'y pense même pas. Nous trouverons un moyen. Dès qu'elle en a l'occasion, Sophie se consacre à la recherche d'un emploi, prête à explorer toutes les voies possibles pour générer des revenus. Cependant, elle s'est rapidement rendue compte que cette approche n'était pas une solution viable. Il faudrait trop de temps pour trouver un emploi, travailler pendant plusieurs mois et demander un prêt. Le temps est un luxe qu'ils ne peuvent s'offrir, ce qui plonge Sophie dans le découragement. Elle pleure chaque jour dans la solitude, cachant ses larmes à sa mère, qui semble étrangement résignée à leur situation. Un jour, sans autre recours, Sophie fait un geste désespéré et compose le numéro de Ron. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas communiqué. Ron ne lui avait pas tendu la main, ne lui avait pas écrit et n'avait pas tenté de s'excuser pour leur dernière rencontre au restaurant. Sophie nourrissait un profond ressentiment à l'égard de Ron, qu'elle considérait comme étroit d'esprit et trop attaché à sa mère. Elle avait même supprimé leurs photos communes pour éviter de revivre des souvenirs douloureux. Cependant, Ron est son dernier espoir, il est riche et pourrait être prêt à lui prêter les fonds nécessaires, même avec des intérêts. Ron répond à l'appel avec de la surprise dans la voix, mais sans aucune trace de culpabilité ou de remords. Il s'engagea avec Sophie comme s'ils étaient d'anciens camarades de classe en train de rattraper le temps perdu. « Bonjour, comment vas-tu » demanda-t-il poliment. Sophie, qui n'est pas dans son assiette. « À vous, pas terrible. » Ron en tire immédiatement des conclusions. « J'espère que tu n'es pas en train de me raconter tes déboires sentimentaux. Je n'aime pas trop ce genre de choses. C'est du passé, allons de l'avant. » Sophie le rassura en lui disant que son appel n'avait rien à voir avec des griefs personnels, et elle commença à lui faire part de la situation désastreuse de sa mère. Ron écoute Sophie expliquer: « Ma mère est très malade et elle a besoin d'une opération du cœur. Le problème, c'est que c'est cher et que l'assurance ne couvre pas tout. Nous n'avons pas d'argent et je n'ai pas d'autre choix. » Ron ne semble pas impressionné et se moque même de la situation, ce qui blesse profondément Sophie. Elle lui rappelle son intention de rembourser le prêt et insiste sur l'urgence de l'état de sa mère. Mais Ron reste impassible et rejette son appel, insinuant qu'elle essaie de le manipuler pour obtenir un gain financier. Sophie est découragée par son manque d'empathie, estimant qu'il ne l'a pas comprise du tout au cours de leur relation. Néanmoins, elle se ressaisit et continue d'appeler Ron à l'aide, quitte à ravaler sa fierté. La réponse de Ron est sans appel: c'est une histoire déchirante. C'est une honte de voir un tel potentiel gâché. Tu pourrais écrire des romans ou jouer sur scène.
Sophie tente de faire comprendre la gravité de sa situation et sa volonté de rembourser la dette. Pourtant, Ron reste sceptique. Il semblait avoir mal évalué le caractère et les motivations de Sophie, concluant que son appel était une tentative d'exploitation. Il en conclut que l'appel de Sophie était une tentative d'exploitation. « Ne m'appelle plus jamais », déclara Ron avant de mettre brusquement fin à l'appel. Les doigts de Sophie recomposèrent instinctivement le numéro de Ron à plusieurs reprises. Elle ne peut se défaire du sentiment qu'elle n'a pas réussi à faire comprendre la gravité de la situation. Sa détermination à s'expliquer plus clairement se renforça. Ron comprendrait sûrement. Mais la frustration monte lorsqu'elle se rend compte que Ron a bloqué son numéro. La dernière lueur d'espoir se dissipe, comme la rosée d'un matin d'été brûlant. Sophie ne sait plus où donner de la tête. Ron l'avait une fois de plus piétinée et humiliée. Il lui avait clairement fait comprendre qu'il la considérait comme un imposteur. Les larmes montèrent aux yeux de la jeune fille, et elle se trouva incapable de les réprimer. Ces derniers temps, elle a souvent pleuré, et maintenant elle se trouve à un arrêt de bus. L'absence d'autres personnes lui apportait un réconfort momentané. Elle se demandait comment les autres réagiraient face à une jeune femme qui sanglotait de façon incontrôlée. Sophie, impuissante et accablée, s'affale sur un banc et s'entoure de ses bras. Son corps est parcouru de tremblements incontrôlés, comme s'il s'agissait d'un début d'hystérie. Elle était épuisée par ses luttes incessantes, fatiguée d'être rejetée après avoir frappé à toutes les portes, et maintenant rejetée par Ron une fois de plus. Le plus pénible, c'est qu'elle ne pouvait pas soulager la souffrance de sa mère. Hélène, sa mère, s'était visiblement détériorée sous ses yeux, incapable d'aller travailler plus longtemps et coincée dans un interminable congé de maladie. Son patron a même menacé de la licencier. Sans Sophie, sa mère irait beaucoup mieux. De grosses larmes coulent sur les joues de Sophie, qui a du mal à reprendre son souffle en essayant d'étouffer ses sanglots. Soudain, une voiture s'arrête devant elle. Sophie pense qu'il s'agit d'une personne qui se fait déposer à l'arrêt de bus, ce qui arrive souvent. Elle tente de se calmer, ne voulant pas déranger les occupants de la voiture. Mais ses efforts sont vains. La vitre du passager avant s'abaissa lentement, laissant apparaître un jeune homme un peu plus âgé que Sophie. Il la regarda d'un œil vif et gris, tandis qu'elle continuait à sangloter de manière incontrôlée. « Je savais que j'avais raison. Quelque chose n'allait pas chez elle. Je le voyais de loin, » dit la voix d'une personne âgée sur la banquette arrière. L'homme se tourne vers la personne invisible et hoche la tête distraitement. Puis son attention se porte à nouveau sur Sophie. « Et, jeune fille. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as besoin d'aide ?» demande-t-il. « Non », objecta Sophie, qui se sentait soudain gênée d'être assise là, en train de pleurer devant ces inconnus. Les gens s'étaient arrêtés à cause d'elle, et ils étaient probablement en route, peut-être pressés. Ne sois pas gênée. Si quelqu'un vous a fait du tort ou si quelque chose s'est passé, n'hésitez pas à le raconter, insiste l'homme. À ce moment-là, la porte arrière de la voiture s'ouvre et une femme âgée en sort. Elle est vêtue d'un tailleur pantalon clair et ses cheveux gris sont élégamment coiffés. Elle ne ressemblait en rien à la femme du bus qui n'avait pas les moyens de payer le prix de la course, et pourtant, c'était bien elle, Madame Looper. Sophie l'a reconnue, et la coïncidence de leur rencontre dans cette ville pas si petite la stupéfia. « Oh mon Dieu, je vous connais », dit Sophie en souriant. « Madame Looper, quelle coïncidence ! Quelles sont les chances que nous nous rencontrions à nouveau ? » « Bien sûr, je me souviens de l'histoire, » répond chaleureusement Madame Looper. « C'est la fille du bus, celle qui a payé pour moi. J'allais vous rendre visite à l'hôpital. » L'homme sort lui aussi de la voiture. La grand-mère et le petit-fils se tiennent maintenant devant Sophie, dont les larmes se sont taries sous l'effet de la surprise. « Eh bien, peux-tu enfin nous dire ce qui t'est arrivé ?» demande Madame Looper. « Ne sois pas timide, dis-le-moi.
Tu es une gentille fille qui m'a aidée à l'époque, et tu n'es pas restée indifférente. Peut-être que nous pouvons faire quelque chose pour toi aussi. Sophie pousse un soupir. Comment ces gens pourraient-ils l'aider? Elle était confrontée à des problèmes insurmontables. Et personne au monde ne semblait capable de l'aider. Néanmoins, Sophie réalisa soudain qu'elle voulait partager ses malheurs avec quelqu'un, et ces deux-là, Douglas et sa grand-mère, étaient prêts à l'écouter. Le cœur de Sophie se réchauffa à l'idée de pouvoir enfin partager son fardeau avec quelqu'un. C'est exactement ce dont j'ai besoin, s'exclame-t-elle. Alors, peux-tu enfin nous dire ce qui t'est arrivé, demande encore Madame Looper. Et tu n'es pas pressée? Sophie acquiesce et commence à raconter son histoire. L'atmosphère chaleureuse, les meubles élégants et la musique apaisante de la pizzeria créent un cadre idéal pour leur conversation. Malgré l'opposition de Sophie, Douglas insista pour payer leur commande et ils s'installèrent à une table nichée derrière un étalage de fleurs fraîches. Racontez-nous vos problèmes, dit Madame Looper en souriant. Nous allons réfléchir ensemble à la manière de vous aider. Sophie acquiesça, toujours perplexe quant à l'intérêt de ces personnes au grand cœur à l'écouter, et encore moins à l'aider. Néanmoins, elle avait une envie irrésistible de partager son fardeau. Leur avenir était sombre, dépourvu de tout bonheur. Ils se préparaient à organiser le mariage de leur fils avec une femme convenable, mais il n'y aurait ni amour ni harmonie dans cette union. Cette perspective sombre trouble Sophie, qui a été témoin d'innombrables situations similaires. Douglas, observateur discret, n'a pas besoin de mots pour exprimer son empathie et sa compréhension. Sophie raconte sa rencontre avec un professeur respecté et l'urgence de l'opération coûteuse de sa mère. Le désespoir l'a poussée à explorer toutes les pistes, y compris celle de Ron, qui l'a accusée d'être une arnaqueuse. Les larmes lui montent aux yeux lorsqu'elle raconte cette rencontre. Une dame âgée dans le bus a consolé Sophie en traitant Ron d'imbécile qui manquait de compréhension. Elle a assuré Sophie qu'elle la considérait comme une personne authentique, honnête et modeste, ce qui contrastait fortement avec l'incapacité de Ron à reconnaître sa valeur. Sophie a admis qu'elle n'était pas en mesure d'obtenir les fonds nécessaires. Tandis que Madame Looper réconforte Sophie, Douglas contemple leur situation en silence. Il finit par demander « De combien d'argent s'agit-il » Sophie fournit des chiffres stupéfiants, laissant Douglas surpris. Sophie explique que l'opération peut être obtenue gratuitement, mais qu'il faudra attendre près d'un an, un temps que sa mère n'a pas. Douglas propose alors généreusement de verser la somme nécessaire au traitement de sa mère. Madame Looper est fière de la gentillesse de son petit-fils, tandis que Sophie est déconcertée par sa générosité. Malgré ses hésitations, Douglas rassure Sophie en lui disant qu'il en a les moyens et qu'il consacre chaque année une partie de ses revenus à des œuvres de bienfaisance. Il lui explique qu'ils se sont rencontrés dans des circonstances apparemment fatidiques. Il leur propose de créer une entreprise spécialisée dans la confection de vêtements sur mesure, en s'appuyant sur le talent évident de Sophie. L'investissement couvrirait les frais médicaux de sa mère et elle pourrait le rembourser progressivement sur les bénéfices lorsque l'entreprise aurait décollé. Reconnaissante mais encore réticente, Sophie propose que l'aide financière soit structurée sous la forme d'un prêt remboursable au fil du temps. Madame Looper la réprimande gentiment pour son entêtement et Douglas lui propose un autre plan, créer un atelier de confection de vêtements sur mesure. Ils échangent leurs coordonnées et Sophie a l'impression de vivre un rêve. Les changements dans sa vie étaient presque trop beaux pour être vrais. L'histoire se poursuit, la mère de Sophie reçoit les soins médicaux nécessaires et Douglas veille à tous les détails. Alors qu'ils voyagent ensemble pour leur travail, Sophie ne peut s'empêcher de tomber amoureuse de lui, même si elle suppose qu'il a une partenaire idéale en tête. Elle pensait que ce partenaire idéal serait quelqu'un avec un physique de mannequin. Un cœur pur et des manières impeccables, ce qui la ferait se sentir inadéquate en comparaison. Sophie nourrit le secret espoir qu'un jour Douglas la considérera comme plus qu'une amie. Mais ce rêve lui semble lointain et inaccessible.
Pendant 2 semaines, la mère de Sophie se rétablit à l'hôpital après une intervention chirurgicale importante, et pendant ce temps, Sophie se consacre aux soins de sa mère. Chaque jour, elle lui apporte de petits gestes de réconfort et des mots d'encouragement. Le médecin leur a assuré que l'opération avait été un succès, faisant même un commentaire amusé sur le fait que la patiente avait attrapé de justesse le dernier train en partance. Au moment où Sophie en avait le plus besoin, Douglas et sa grand-mère sont arrivés, apportant leur soutien et leur aide en temps voulu. La grand-mère de Douglas est restée une source constante de soutien et d'inquiétude. Elle s'enquiert de la santé de la mère de Sophie, partage le soulagement de la jeune fille devant les signes d'amélioration et suggère généreusement des endroits à explorer en ville pendant les moments libres de Sophie. C'était une perspective excitante pour Sophie, qui n'était jamais allée dans la capitale auparavant. Douglas s'efforce lui aussi de rester en contact, bien que leur conversation tourne essentiellement autour de questions professionnelles. Il est préoccupé par la création d'une nouvelle entreprise, dont Sophie doit être la directrice et la conceptrice en chef. Cette responsabilité suscite chez Sophie un mélange d'excitation et d'inquiétude. Peut-elle assumer ce rôle ? Elle avait un réel talent pour concevoir et coudre de nouvelles créations de mode. C'était l'occasion rêvée de gagner sa vie en faisant ce qu'elle aimait, quelque chose qui l'inspirait vraiment.